J'ai posé plein de questions à Tom que je vais vous présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui, je l'ai interviewé pour lui poser plein de questions sur la production de site web parce que Tom a une agence qui marche très bien dans la production de site web avec qui je travaille depuis plus d'1 an maintenant. Et donc j'en ai profité pour lui demander qu'est-ce que c'est un bon site web, comment il s'organise pour bien produire des sites web, combien ça coûte un site web de qualité selon lui, comment est-ce qu'il s'occupe de ses clients, donc ses process d'onboarding client, ses process de livraison client. Et je lui ai même demandé comment est-ce qu'il s'organise pour travailler avec des sous-traitants pour que tout se passe bien. Tout ça pour vous faire un petit portrait de comment bien travailler lorsque vous produisez des sites web. Mais d'abord, je voulais vous partager une grosse nouveauté qui est juste ci-dessous en description et qui est un répertoire de sous-traitants. En gros, vous êtes peut-être une agence qui cherche maintenant à scaler, à se développer et donc à sous-traiter une partie des services. Donc peut-être que vous cherchez quelqu'un pour créer les sites web à votre place, pour faire les campagnes publicitaires à votre place ou autres services. Et il se trouve que dans les dernières années, j'ai croisé des centaines, voire des milliers d'agences, de consultants, de freelances qui ont des expertises diverses et j'ai décidé de vous aider en vous mettant en relation et ce de façon totalement gratuite. Mon idée, c'est tout simplement, j'ai créé une première page, donc pour le moment sur la thématique des sites web parce que c'est la thématique du jour dans cette vidéo, où vous vous inscrivez et directement je vous mets en relation avec quelqu'un qui est directement issu de l'écosystème de NA Academy, en qui j'ai confiance, que j'ai déjà testé au moyen de dossiers clients réels. Et l'idée c'est que grâce à cette mise en relation, vous pouvez trouver des sous-traitants de confiance à qui déléguer vos projets pour pouvoir scaler votre agence. Donc on va commencer cet essai aujourd'hui. Ci-dessous vous avez un petit formulaire, donc si vous cherchez des sous-traitants pour de la production de sites web parce que vous avez prévu de lancer votre agence, de vendre des sites web, de trouver des clients mais que vous ne voulez pas produire vous-même, soit parce que vous avez plus le temps, pas les compétences ou parce que tout simplement vous ne voulez pas vous mouiller dans la production mais rester uniquement sur la vente et la stratégie de votre agence, écoutez, allez voir ci-dessous, je vous enverrai quelqu'un pour la création de site web et écoutez, j'espère que je vous aiderai dans la croissance de votre agence. Je pense que de toute façon la délégation, la sous-traitance, c'est une partie obligatoire pour prendre en croissance, donc j'espère bien vous aider avec ça. Bon allez, sur ce, on va passer à l'interview, allons rencontrer Tom. Salut Tom, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Merci beaucoup de participer à cette vidéo. Ça fait maintenant un petit moment qu'on bosse ensemble sur tout ce qui est site web, création de site web. Tu as fait le module dans No Limit Agency sur la création de site web. Je t'envoie régulièrement des consultants et agences qui cherchent un sous-traitant pour la création. Donc, c'est ton expertise. Tu as une agence dans la création de site web. Est-ce que tu es chaud aujourd'hui pour nous partager un peu tes secrets de productivité, de livraison, de process? C'est avec grand plaisir. J'espère que je vais pouvoir donner des conseils qui aideront beaucoup d'entre vous. En tout cas, je l'espère. Ouais. Écoute, très bien. On va commencer tout simple. Ça fait combien de temps que tu crées des sites web, que ce soit pour toi-même à titre perso ou de façon pro, que tu vends des sites? Oui, ouais, en fait, j'ai appris à créer des sites internet pendant mes années de maîtrise. En fait, c'est là que j'ai découvert WordPress et donc ça fait un peu plus de 8 ans. Donc j'ai commencé par faire des sites en local, juste simplement pour m'amuser, bien apprendre à développer les sites, connaître les bonnes pratiques. Et professionnellement, ça fait un peu plus de 2 ans là maintenant. Ok. Et concrètement, c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu vends comme site depuis 2 ans? Alors, dans notre entreprise, on est surtout spécialisé sur le site vitrine. C'est ce qu'on fait le plus. quasiment 90%, c'est ce qu'on va faire. Après, on peut aussi faire du e-commerce, mais c'est vrai que généralement, on est spécialisé sur le site vitrine. Ou le one Et- page aussi. Voilà. ouais, donc vitrine, one page ou avec plusieurs pages. Et typiquement, tes clients, c'est quel genre de profil? Alors généralement, typiquement, ça va être des PME, des entreprises qui ont envie des fois de refaire leur image aussi, donc des entreprises qui gagnent à peu près entre 300 000 et 3 millions de chiffre d'affaires. Voilà, typiquement le genre de client qu'on a dans l'agence. Ok. Bon, allez, première question que je te pose pour le côté site vitrine, une question un peu touchy qu'on me demande souvent. Toi, c'est Divi ou Elementor? Ah, Alors, bon, c'est Divi largement, mais c'est vrai que j'ai commencé avec Elementor au début, et puis après j'ai vraiment utilisé Divi parce que franchement le côté on paye qu'une seule fois et on peut avoir un nombre illimité de sites. En plus du fait qu'il soit vraiment très puissant, là, ça a changé la donne et ouais, bon, c'est Divi pour moi. Ouais, tu fais pas facturer Divi à chaque client, t'as ton compte Divi, après tu files les C'est comptes ça, à tout à tes... fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Ouais, ouais. tiens, on parle d'argent là. Combien tu vends typiquement un site vitrine, donc un site classique, on va dire 4 à 6 pages, combien tu le vends à tes clients? Alors, typiquement, ce qu'on fait quand même généralement dans notre entreprise, c'est vraiment de faire en fonction du projet du client. C'est normal, on essaie vraiment de faire du sur-mesure. D'ailleurs, on a généralement l'habitude de dire que enfin, dans notre entreprise en tout cas, toutes les entreprises ont un même point commun, c'est qu'elles sont toutes uniques. Donc forcément, on va adapter au projet. Mais généralement, pour un site vitrine classique entre 4 6 pages, ça peut aller entre 3 ou 4 000 euros facilement. Ok. Et pour un one page dont tu parlais? One page, ça, c'est ouais, entre 1500 et 1800 euros. Généralement, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, dans toutes les PME qui viennent te voir, au moins cher, si leur budget est serré, ils peuvent repartir avec un one page à 1500 euros. Et s'ils ont plus de budget, typiquement un site vitrine, 4-6
pages jusqu'à, tu m'as dit le plus cher que tu fasses, c'est combien? C'est 4 000 euros? Ouais, voilà, par là. Après, ça dépend, quand je te dis du projet, des fois, on peut même des fois orienter un client qui souhaiterait peut-être un site et lui dire, non, là, sur ce que tu as vraiment besoin, en tout cas, sur ce qu'on a compris que tu voulais, un one page serait amplement suffisant. Et du coup, pour lui, c'est beaucoup mieux financièrement et ça peut justement être très bon pour son projet. Et ça se vend bien en ces prix-là parce que, écoute, tu sais, moi, à chaque fois, je fais des vidéos où je partage enfin, je parle de la vente de site web, je dis que ça peut se vendre 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Je me fais insulter dans les commentaires parce qu'on me dit que le marché du site web, c'est 500 euros et que c'est impossible de vendre un site web à 3 000, 4 000 ou 5 000 euros. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu arrives à vendre dans ces prix-là? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de commentaires qu'on fait et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui vendent des sites web à 500 euros? Alors oui, effectivement, ça existe énormément, mais c'est justement, c'est pas bon parce que ça tire les prix vers le bas et les entreprises qui font ça, au final, elles sont pas rentables, elles vont disparaître. Je pense que un site internet, ça se paye parce que c'est long à faire. Je te donne mon exemple, moi, pour pouvoir créer des sites internet, il a fallu que je fasse des études, que j'apprenne beaucoup de choses pour pouvoir livrer de la qualité. Et la qualité, ça se paye. Et généralement, les entreprises, ça le savent. Un site internet, c'est un investissement et généralement un investissement qui après va payer. Un site internet qui est bien fait, c'est quand même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit un site vitrine, hein, c'est une vitrine sur son entreprise. Si cette vitrine elle est belle, c'est tout bénéf pour l'entreprise. Et vendre des sites peu chers, c'est dangereux pour l'entreprise en elle-même, enfin pour l'agence qui vend ces sites-là, parce qu'elle sera pas rentable forcément. Et puis même, c'est donner une mauvaise image le pouvoir que peut avoir un très bon site internet sur une entreprise. Ouais, donc en fait, vendre un site à 500 euros, ça dégrade la valeur perçue effectivement auprès du client. Donc il se rend pas compte du vrai pouvoir de son site web. Et au bout d'un moment, bah, comme tu dis, ça prend du temps. Et d'ailleurs, tu parles du temps d'apprentissage pour être capable de créer un site web et même le temps de production effectif. Genre, si on part sur une base de 100 euros de l'heure en termes de revenus, 500 euros, ça fait 5 heures de boulot. C'est quand même compliqué de créer un beau site web vitrine de 4 à 6 pages en 5 heures, quoi. Tout à fait, c'est impossible. Ou alors ceux qui le font, c'est que vraiment ils mettent vraiment peu de qualité et qui bâclent le travail. Et c'est pour ça qu'au final ils le vendent très peu cher. Et c'est là où des clients peuvent se faire avoir, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir forcément aller vers le prix le plus bas, mais au final ils vont avoir un site qui les dessert plutôt qu'il les sert. Donc non, c'est vraiment dangereux d'acheter un site peu cher, vraiment. Merci, là tu me donnes une bonne réponse pour ceux qui vendent leur site à 500 euros. Donc vendez plus cher pour être plus rentable. Et alors maintenant, parlons de qualité de site web. Donc toi, tu dis que tu veux livrer des sites web dont tu es fier, de qualité, on est d'accord là-dessus. Alors quels sont tes critères pour un bon site web? Selon toi, un bon site web qui vaut 2, 3, 4, 5 000 euros, qu'est-ce que c'est? Comment tu crées un effet wow auprès de tes clients qui vraiment ils soient satisfaits de ce que tu leur livres? Alors, ok, l'effet wow, pour moi, il y a deux critères. Et après, on verra qu'il y a encore beaucoup plus d'autres critères. Mais les deux premiers critères, ça va être effectivement et malheureusement le critère esthétique et visuel. Et j'expliquerai pourquoi je dis malheureusement. Et le deuxième critère, ça va être l'équilibre entre ce qu'on va livrer au client et les attentes qu'il avait par rapport à ce qu'il souhaite avoir. Alors pourquoi je dis malheureusement au niveau du visuel, c'est tout simplement en fait pour moi il y a des critères beaucoup plus importants que le critère esthétique pour faire un site web de qualité. Mais par contre, on va pas se mentir, l'esthétique c'est vachement important. C'est comme dans l'immobilier, qu'on va avoir un coup de cœur pour une maison, c'est qu'on va l'avoir, c'est ce qu'on va voir qui est important. Et je suis pas quelqu'un qui est du genre à juger un livre sur sa couverture. On va pas se voiler la face quand on va dans une librairie, on peut être attiré par une très belle couverture. On va aller voir ce bouquin. Au final, bon, c'est peut-être pas le bouquin qui nous plaît, mais par contre, on peut passer à côté d'un très bon roman. Mais s'il n'a pas été mis en valeur, c'est dommage pour lui, mais on va passer. Donc le critère esthétique est forcément très important. Et après, il y a l'adéquation entre ce qui va être livré et ce que le client attendait. C'est-à-dire qu'on peut avoir le plus beau site. On demande à des UI designers, ils disent oh, ce site il est magnifique, franchement, il est super. S'il est en totale contradiction avec ce qu'attendait le client, alors on a raté notre mission. Mais pour moi, ce qui est le plus important pour qu'un site internet soit de qualité, c'est qu'il soit fabriqué sur des bonnes bases. Ce que j'entends par là, et je vais rester sur le côté immobilier, je donne souvent d'ailleurs cet exemple à mes clients, c'est qu'on peut avoir la plus belle des maisons avec un grand jardin, avec un garage pour mettre 50 voitures, on a une piscine, on a 30 pièces. Cette maison coche toutes les cases. Si elle coche pas la case bonne fondation, à la première tempête, elle va s'effondrer. Et c'est exactement pareil pour un site internet. Un site internet, il faut que le contenu soit pertinent, c'est-à-dire qu'il apporte des informations à la cible qui est visée pour ce site internet, donc il trouve les bonnes informations, que ce soit bien écrit. Il faut aussi qu'il soit très performant, notamment au niveau de la vitesse de chargement, la rapidité, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une société de consommation de l'information
très rapide, hein, on est dans une génération zapping. Donc, c'est-à-dire que si on n'obtient pas l'information au bout de 3 secondes, on va zapper. Et ça, Google le sait. Et tu le sais, hein, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Et c'est lui qui va décider si ton site est bien référencé ou non. Et la performance est l'un de ces critères-là. Donc, c'est vachement important. Ensuite, il va y aussi avoir la fiabilité du site. Ça, les gens, ils pensent très peu. Souvent, quand ils veulent créer des sites avec peu de frais, ils vont aller voir peut-être un hébergeur qui est pas forcément très bon. Le problème, c'est qu'en allant voir un hébergeur qui est pas bon, on peut avoir un site qui est souvent déconnecté. Du coup, le site est pas fiable et les gens, en tout cas, Google ne va pas le référencer. Il y a aussi la sécurité, qui est un pilier très important. Quand je parle de sécurité, je parle pas forcément d'utiliser, pour ceux qui utilisent WordPress, qui nous écoutent, des plugins, tel ou tel plugin. C'est avant tout faire preuve de bon sens. Donc, mettre des mots de passe qui sont longs, avec des caractères différents, majuscules, minuscules. D'ailleurs, j'en parlais il y a une semaine avec quelqu'un qui bosse chez Google et qui me disait, faut juste faire preuve de bon sens et c'est vachement important. Entre un bon mot de passe et un mot de passe ridicule, ça peut se faire craquer très facilement. Il y a aussi, par exemple, je peux donner l'exemple des certificats SSL. Et je sais que toi aussi, tu as fait cette expérience de voir des sites Internet faits par des agences, même parfois reconnues, qui ne mettent même pas le certificat SSL sur leur site de leurs clients. Et au final, ces clients-là, ils perdent 60% de leur audience parce que Google leur dit attention, elle n'est pas sur ce site, il n'est pas sécurisé. Donc toutes ces petites choses-là font qu'un site Internet de qualité, c'est un site évidemment qui est joli, mais qui répond aux critères du client. Et on va voir pourquoi c'est important, toutes les phases qu'il y a avant la création. Et bien sûr, tous les fondements que j'ai dit, la puissance, la rapidité, comment le site est conçu, comment il est écrit, le contenu, etc. Toutes ces choses-là en font des sites de qualité. Ouais, et puis j'imagine que en plus de tout ça, tu dois avoir un gros travail sur le côté responsive des sites. Maintenant, on peut plus passer à travers. Là, tu as évoqué le côté sécurisation et tout, mais il y a aussi le côté mobile qui fait que si le site n'est pas optimisé pour mobile, je crois que c'est 80% des visiteurs qui repartent, un truc comme ça. 83%, j'avais vu un chiffre il y a pas si longtemps passé. Donc ça doit être aussi un gros truc que tu prends en compte, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Ouais. Le responsive, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, parce que c'est un terme qu'on utilise des fois et qu'on connaît pas forcément, c'est juste en fait la mise en page du site qu'on consulte va s'adapter à l'écran. Donc typiquement là, on est sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau peut-être pour toi. Donc l'écran est horizontal et sur les smartphones et tablettes, ça va être en vertical et le site va s'adapter par rapport à ça. Et comme tu l'as dit, effectivement, aujourd'hui, les gens consultent plus Internet avec leur smartphone. Donc, ce qui fait que si le site n'est pas adapté, et j'en ai vu encore un récemment qui était très joli sur bureau, mais quand j'ai voulu le consulter, en fait, le contenu était coupé en deux parce qu'il s'adaptait pas. Et c'est là qu'on peut perdre, comme tu l'as dit, je sais plus quel chiffre tu as donné, mais allez, au moins 60-70% de ton audience, largement. Ouais, ok. Et tiens, dis-moi, ça va être intéressant pour ceux qui nous regardent et qui vendent des sites web ou veulent vendre des sites web et veulent un peu améliorer leur quotidien, leur productivité. Toi, c'est quoi le bon process client qui permet d'arriver à un tel niveau de qualité au niveau de tes sites? Parce que là, on a compris que tu voulais faire des sites performants, bien travaillés pour tes clients, pour les vendre aussi à un certain prix. Mais j'imagine que du coup, tu as un process client qui est en adéquation avec ça. Tu dois avoir pas mal d'actions à mettre en place pour arriver à avoir tous les paramètres, enfin, les ressources, les contenus, les paramètres dont tu as besoin pour livrer ce genre de qualité. C'est quoi le process que tu pourrais conseiller à ceux qui nous regardent, qui veulent vendre des sites? Tu as tout à fait raison. Pour pouvoir vendre de la qualité, il y a des étapes avant qui doivent être menées, qui sont très importantes. Et comme je le disais tout à l'heure, un site qui va avoir l'effet wow, c'est un site livré qui va être en adéquation avec les attentes de ton client. Et du coup, il faut généralement, ce qu'on fait nous dans notre agence, c'est qu'on va avoir en fait un entretien avec notre client. On va lui demander simplement qu'il nous raconte son histoire, hein, qui il est, qu'il nous dise ce qu'il vend, à qui il le vend, ce qu'il souhaite sur son site, ce qu'il ne souhaite pas. Après, il faut, et ça je tiens à le rajouter parce que des fois on donne un peu le plein pouvoir à son client, mais on est aussi là en tant qu'expert, donc il faut aussi l'aiguiller sur certaines choses. C'est-à-dire que ton client peut te dire, moi j'aimerais mettre telle chose sur mon site. Toi, en tant qu'expert, tu peux dire non, je pense que ce serait contre-intuitif de le faire. Et donc généralement, pour moi, l'étape la plus importante au-delà de la production du site, c'est vraiment ce qui est fait avant, c'est-à-dire comprendre ce que veut ton client. Et généralement, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que juste avant d'envoyer un devis, on va avoir un rendez-vous avec notre client qui peut être parfois plus d'une heure hein, de questions. C'est comme une interview en fait, généralement, c'est une interview de son client pour comprendre ce qu'il veut. Ok, et tu ressors un brief. Et est-ce que cette interview qui va se transformer en brief, est-ce qu'elle est préparée d'avance? Ça va être des questions classiques, des grandes questions de base, ou est-ce que tu y vas au feeling et à l'improvisation à chaque fois? Il peut y avoir effectivement des grandes lignes, comme je l'ai expliqué, hein, connaître l'histoire de l'entreprise, les services qu'elle vend, à qui elle le vend, mais
généralement, c'est vraiment du feeling, c'est-à-dire vraiment rebondir sur ce que va nous dire notre client. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir vraiment deux interviews qui ne se ressemblent pas du tout. Hmm. En fonction de ce que va nous apporter notre client, nous, on va avoir des réponses qui peuvent être différentes. Mais comme je te dis, voilà, il y a des grandes lignes, de savoir quelle est l'entreprise, qu'elle vend, à qui elle le vend. Voilà. En fait, Donc, dans c'est ton simplement faire preuve de bon sens, en fait, tout simplement. Ok. Donc, c'est-à-dire que t'as ton premier R1, donc le rendez-vous, tu vas vendre le site où tu vas collecter les informations, évidemment. Ensuite, donc, le client ou le prospect accepte ton devis, devient ton client. Là, à ce moment-là, donc, tiens, d'ailleurs, niveau facturation, tu prends un acompte avant de commencer à bosser? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est vachement important. En fait, il y a même deux choses qui sont importantes et je pense que tu seras d'accord avec moi quand je vais le dire, parce qu'effectivement, la compte, c'est une sécurité de se faire payer avant de commencer le travail. Mais en fait, il y a une autre sécurité, c'est aussi savoir choisir ses clients. C'est-à-dire qu'à ce Hmm. rendez-vous que je vais avoir avec le client, c'est possible qu'à la fin, je me dise, là, ça va vraiment peut-être pas le faire. Donc, du coup, c'est possible, ça m'est déjà arrivé de refuser du coup un projet parce que il me semble que il y aura pas une bonne relation entre moi et mon client, enfin potentiel client. Mais du coup, si on pense que le projet est très bon pour le client et pour moi, il va y avoir effectivement un acompte de 50% qui sera en fait, ce sera mentionné dans le devis. Pour commencer la production du site, il faudra qu'il y ait un 50% d'acompte. Et les 50% restants, ils seront demandés une fois que le site sera livré et validé par le client. Ok, 50% avant, 50% après. C'est intéressant ce que tu dis Ouais. sur l'anticipation avec le choix du client, effectivement. Et savoir dire non, hein. On dit souvent le plus gros, le plus grand pouvoir d'un professionnel, c'est savoir dire non et savoir choisir ses interlocuteurs et ses partenaires et ses clients. Donc, c'est une bonne chose, effectivement, de l'appliquer et de le rappeler ici. Donc, ok, t'as ton R1. Tu choisis si tu bosses avec ce client ou pas, t'encaisses 50% des comptes quand il accepte ton devis. Et là, tu fais ce premier rendez-vous, donc plutôt improvisé, qui va être très personnalisé selon le client que tu as en face de toi. Et ensuite, à quoi ça ressemble? Au niveau des accès, des contenus, tout ça, comment tu t'organises pour tout récupérer et bosser concrètement? Alors, ce qu'on fait généralement, c'est un rendez-vous en fait de pré-production. Donc en fait, on fait un deuxième, nous on fait par Zoom. Donc je fais un Zoom avec mon client où là, effectivement, avec lui, je vais lui faire acheter l'hébergement en fait. Et c'est là que je vais en fait tout simplement récupérer tous les accès dont je vais avoir besoin, je vais lui demander. Et une fois que l'hébergement est fait, c'est tout simple. Après, j'ai accès en fait à ce qu'on appelle le cPanel où je vais pouvoir créer le site internet. Et à partir de là, moi, je crée le site internet, je crée les pages, la structure des pages, et après je remplis le site de contenu. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de comment je produis, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, généralement, tu fais le squelette. Donc si je comprends bien, donc tu lui fais faire juste avec un deuxième rendez-vous, hein, c'est un rendez-vous séparé de l'interview du début. Donc tu lui fais dans ce deuxième rendez-vous créé par Zoom son hébergement. Après, tu t'occupes de mettre le WordPress dedans. Tu fais le squelette du site et c'est à la fin que tu mets les contenus dedans. C'est ça, c'est ça. En fait, ce que je fais, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent différemment, je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui le font, ou même des freelances, j'ai vu des freelances qui travaillent par exemple avec des maquettes, c'est-à-dire qu'ils vont maqueter Mhm. le projet, qui utilisent d'ailleurs, alors, il y a ceux qui utilisent Figma, donc c'est vraiment la maquette vraiment très poussée. Il y en a d'autres qui vont faire avec un papier et un stylo pour voir, pareil, une autre maquette. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça, alors c'est très personnel, hein, mais ça bride ma créativité. Je suis quelqu'un de visuel, donc j'ai besoin de créer dans l'instantanéité. C'est là que je vais avoir des idées. Donc en fait, voilà, je crée la structure du site. Donc je sais que par rapport au brief que j'ai pu faire avec mon client et la conversation qu'on a eue, je sais qu'il veut tant de pages. Donc je vais créer, disons, les pages dans WordPress. Et après, sur chacune, je vais commencer à créer le contenu, les illustrations, les textes, parce que je suis aussi graphic designer, donc j'ai vraiment je mets beaucoup d'attention sur les illustrations que je vais utiliser. Et voilà, texte, images. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais commencer à rentrer un peu plus dans l'optimisation pour le référencement sur le site et ce dont j'ai parlé aussi, la sécurité, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais le livrer au client. Et donc le client, on est d'accord, ne voit pas le site pendant parce qu'il y en a qui font des maquettes, mais aussi il y a des prestataires qui partagent le site en direct à leurs clients. Je crois même qu'il y a un outil chez Adobe qui permet de partager le site web pendant la production pour que les clients voient en direct la création. Bon, moi, j'avoue, je pourrais pas bosser comme ça, mais je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Toi, c'est pas quelque chose que tu proposes. Tu bosses dans ton coin et tu livres à la fin. C'est ça. Moi, je suis là, pour le coup, je suis comme toi, c'est pareil. Je trouve que, enfin, pour moi, c'est dangereux de montrer où on est sur le site. C'est-à-dire que typiquement, on peut tomber, même si on s'entend bien avec son client, on est en train de créer une page et on va lui montrer une page, mais le site, en fait, au final, il est pas fini. Il y a juste une page qui a été faite. Et là, il peut nous dire, ah, mais bon, peut-être que ça correspond pas forcément à ce que j'aimerais, mais au final, on est en train de lui montrer un produit qui n'est pas fini. Et on risque
du coup, d'avoir déjà un client qui nous dit, ouais, j'aimerais avoir un changement là, à ce niveau-là. Non, généralement, il faut, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Si le premier rendez-vous a été bien fait, c'est-à-dire où j'ai compris les attentes de mon client, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème après quand je le livre. Alors, effectivement, ça peut arriver. Il peut y avoir un petit changement, c'est-à-dire que le client dit, bon, le site, franchement, il est génial. Par contre, peut-être que cette couleur, je la verrai un peu plus claire, voilà, ou des changements très mineurs. Mais voilà, c'est pour ça que je le disais, le premier rendez-vous est très important. Et si on sait ce que veut le client, on peut simplement le montrer une fois qu'il est fini. Ok, ouais. Et au niveau des contenus, juste pour bien comprendre, à quel moment tu les récupères, comment tu les récupères, est-ce que tu vas faire les visuels pour tes clients, tu vas peut-être aller faire les photos et les vidéos si besoin, ou est-ce que c'est vraiment à ton client de te les envoyer, de te les fournir? Est-ce que tu écris pour lui? Comment ça se passe au niveau des contenus du site? Alors ça, du coup, c'est pareil. Toutes ces questions-là, on va les poser pendant le premier entretien, à savoir est-ce que vous avez déjà des textes ou déjà des photos. Si vous avez des photos, ben envoyez-les-moi et je vais regarder si elles sont de bonne qualité, parce que ça arrive souvent que nos clients disent oui, j'ai des photos de bonne qualité. Et quand tu les reçois, tu te rends compte que non, non, elles sont pas de bonne qualité. Donc du coup, il va falloir soit les refaire, soit trouver un moyen de mettre des bonnes photos. Donc comme je disais, vu que je fais aussi du graphic design, je peux m'en sortir, faire des illustrations. Mais c'est là en fait que je vais je vais tout faire, c'est-à-dire que je vais lui demander s'il a des textes, s'il n'y a pas des textes. S'il a forcément des textes qu'il veut, je vais voir si on peut vraiment les mettre, parce que s'il y a une stratégie aussi de référencement à faire, il n'y a pas forcément les bons mots-clés qu'il aura lui mis dans ses textes. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée vraiment tout. On est plutôt bon, en tout cas, mon père dans l'entreprise est bon en copywriting, donc il s'occupe aussi des textes. Donc voilà, non, généralement, le contenu, on fait tout pour nos Ouais, clients. pour être garant de votre résultat. Comme on l'a dit, hein, vu que le but, c'est quand même d'avoir un stop qui convertit derrière, le fait de prendre en interne le copywriting en plus des images, j'imagine que ça vous permet de pas garantir, mais on se comprend, un résultat et une performance. Si le client... Et ça, c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy, hein. Quand on demande au client, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je lui ai demandé de rédiger et tu te rends compte que le client, bah, il a aucune aptitude en termes de rédaction, de copywriting, de persuasion. Tu te retrouves avec un texte un peu CM2 et c'est compliqué parce que tu te retrouves avec ce texte, tu te dis je peux pas le mettre sur le site web autrement tu n'auras pas de résultat. Sauf que tu peux pas non plus aller voir ton client et lui dire écoute t'as écrit de la merde. Donc au bout d'un moment c'est à la limite tout prendre en main par soi-même, ça permet d'éviter ce genre de situation un peu compliquée et garantir entre guillemets une qualité. C'est pour ça je pense qu'il faut toujours rester honnête avec son client et être pragmatique, lui expliquer les choses. On se positionne en tant qu'expert, on connaît les chemins qu'il faut emprunter, ceux qu'il faut pas emprunter. C'est pour ça que avant, comme je te le disais, il faut aussi savoir choisir ses clients. Si on se retrouve en face d'une personne qui nous dit non, non, moi, c'est ces choix-là et c'est pas autrement et je sais que c'est comme ça que je les veux. Alors que nous, nous-mêmes, on se dit non, ces choix-là ne sont pas les bons. Alors autant ne pas accepter ce type de client. Si en revanche, on dit voilà, effectivement, ce que tu veux, je peux comprendre que tu le souhaites, mais franchement, c'est pas la bonne des solutions. Et si lui le comprend, normalement, il y a pas de souci. On se retrouve avec un client qui comprend et d'ailleurs, il a la nécessité d'avoir un site web et s'il savait le faire, il l'aurait fait lui-même de toute façon. Ouais, ouais, non, mais carrément. Ok, bah écoute, c'est cool. Donc, merci pour ce process. Alors, j'ai un deuxième process à te demander. Donc, toi, tu es sous-traitant. Je te sous-traite régulièrement des sites web. Ici, j'ai aussi dans la communauté beaucoup de gens qui veulent sous-traiter ou devenir sous-traitants, hein. Il y en a qui aiment, par exemple, beaucoup vendre et qui sont bons pour le développement d'affaires, mais peut-être moins au niveau production et technique. Alors, c'est quoi le process quand tu es sous-traitant? Donc, toi, tu es en position de sous-traitant. C'est quoi ton process pour pouvoir réussir un site pour une agence? Parce que là, on parlait du client final, l'entreprise, mais imaginons qu'entre les deux, il y a un intermédiaire qui est l'agence, qui veut te sous-traiter la production. De quoi tu as besoin pour réussir la sous-traitance? Alors, ce qu'on fait généralement quand on reçoit une demande de sous-traitance, la première des choses, c'est de dire qu'on l'a bien reçu. Et en fait, on va organiser un rendez-vous, finalement, comme je le ferais avec mes propres clients, sauf que là, c'est avec l'agence, du coup, qui nous demande de la sous-traitance. Et pour ce rendez-vous, en fait, juste avant, je vais lui envoyer un cahier des charges qui explique tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire toutes les informations dont je vais avoir besoin par rapport à son client. Donc, il va falloir qu'il les récupère. Donc, comme je te disais, il va devoir en fait quelque part mener une interview avec son client. Et toutes ces informations-là que je vais récupérer, elles vont m'aider à construire le site. Donc, dedans aussi, je vais y inclure des process. Par exemple, si l'agence ne sait pas comment faire, mais comment créer l'hébergement pour son client. Parce que ça, c'est une chose qui est importante en sous-traitance. Généralement, on n'a pas de relation, nous, avec le client de l'agence. C'est pour ça aussi que la sous-traitance, c'est bien, c'est que on peut produire sans avoir cette relation avec le client de l'agence. Et c'est aussi bien pour l'agence, puisque si le projet de sous-traitance est bien réussi, c'est lui qui en retirera les bénéfices. En tout cas, c'est lui qui sera positionné en tant qu'agence qui a fait ce site web. Donc, c'est pour ça que c'est vachement important de préparer ce cahier des charges qu'on va envoyer pour qu'on puisse après avoir une entrevue, en fait avoir de la matière pour pouvoir, dans cette entrevue, rebondir sur les échanges qu'on va avoir avec l'agence
Et voilà. Et du don, effectivement, donc il y a les informations que l'on souhaite, la manière dont on travaille en tant que sous-traitant, c'est-à-dire les règles qu'il faut respecter, etc. Genre la communication, les façons de C'est communiquer. ça. C'est ça la communication, le fait qu'on ne doit pas avoir d'échange avec le client, qu'on ne soit pas mentionné en tant que, enfin et qui ne soit pas mentionné, donc le nom de l'entreprise ne soit pas mentionné, etc. Oui, bah évidemment, effectivement, surtout si ton client, donc agence, souhaite livrer en son nom, faut que ça reste opaque et que le client ne ressente pas la délégation derrière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait comme tu dis, donc des process et puis une communication efficace. Autrement, bah ça va ajouter des délais au niveau de la livraison. D'ailleurs, toi, on est d'accord que vous travaillez en marque blanche, c'est-à-dire que votre nom n'apparaît nulle part et l'idée étant que vous produisez des sites web pour des agences qui vont les revendre à leur nom. On est d'accord? C'est ça, oui, oui, non, comme j'ai dit, dans notre cahier des charges, il y a effectivement cette règle de ne pas mentionner notre nom. Le but, c'est vraiment que l'agence me propose un site en son nom et que nous, on n'apparaisse pas en fait. On a juste une relation avec l'agence qui nous demande de sous-traiter. Et du coup, j'ai une question pour toi, une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais pour être rentable en tant que, parce que j'imagine que en tant que sous-traitant, tu ne factures pas le prix que tu as évoqué plus tôt dans l'interview. Tu vas facturer un prix préférentiel à l'agence pour qu'elle puisse appliquer sa propre marge et faire un bénéfice dessus. Donc, comment tu fais? Quel est le secret pour être rentable quand on est sous-traitant? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Parce que souvent, pour les débutants en création de site web, la sous-traitance, c'est vu comme le démarrage, comme le freelance qui prend des contrats en attendant d'avoir des vrais clients. Alors qu'en réalité, quand on se retrouve sur le terrain, et moi, ça a été mon cas, j'ai vendu des sites web à des clients finaux avant de devenir sous-traitant. Et la sous-traitance, c'était au contraire mon objectif parce que enfin, moi, je trouve que c'est là où t'as la paix, t'as pas la relation client, etc. Mais alors, du coup, je te pose la question, comment tu fais pour être rentable en tant que sous-traitant? C'est quoi la distinction entre la relation client et la relation avec une agence qui te sous-traite? En fait, je l'avais déjà un peu expliqué tout à l'heure, parce que tu parlais du prix que j'ai mentionné précédemment. En fait, ça dépend vraiment du projet du client. C'est pour ça que je disais que c'est très important ce premier rendez-vous qu'il va y avoir avec l'agence sous-traitance pour savoir vraiment quel est le projet. Du coup, il peut y avoir des projets de site vitrine aussi, des demandes du client qui sont spécifiques. Ça peut monter beaucoup plus haut que les prix que j'ai annoncés. Ça peut être aussi plus bas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est rentable dans le sens où on n'a pas cette relation avec le client, d'aller lui demander les infos, d'aller les chercher. Ça prend du temps. Et généralement, c'est ça qu'il faut regarder quand on est une entreprise, c'est le temps de productivité, le temps qu'on va mettre pour travailler. Et c'est à ce niveau-là, en tant que sous-traitant, tout ce qui va concerner le client, mais je ne l'ai pas. Donc forcément, en fait, je gagne du temps que je vais pouvoir répercuter moi après sur mon activité qui servir mes propres clients au final. Mais du coup, voilà, Ouais. c'est vraiment ce temps de productivité qui fait la différence. Ouais, ok. Le fait de t'épargner du temps au niveau de la relation client, mais aussi, j'imagine, parce qu'on dirait que tu as quasiment plus de process pour ta sous-traitance que pour tes clients finaux. Donc, en fait, tous ces process font que tu gagnes du temps au quotidien dans la prod, plus le fait qu'il n'y ait pas de relation client, ça te permet de pouvoir livrer davantage de sites. Donc, finalement, c'est dans le volume que tu t'y retrouves. C'est ça, oui, c'est ça, tout simplement. D'ailleurs, c'est le but de la sous-traitance, mais dans volume, il y a aussi qualité. C'est aussi très important pour nous. C'est-à-dire qu'on a vraiment une recherche de la qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, toutes les entreprises ont un même point commun, c'est qu'elles sont toutes uniques. Et c'est pour ça qu'on ne crée jamais deux fois le même site. Donc, même si on va faire du volume avec de la sous-traitance parce qu'on a un gain de temps qui va se répercuter là-dessus, on va quand même produire de la qualité. Donc, même si tu utilises Divi, t'es pas un partisan des templates et des duplicata de sites web. Non, 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 vraiment. Alors, par contre, les templates, et ça, je l'ai déjà expliqué à des gens pour essayer de les former là-dessus. Les templates sont très importants au début quand on veut apprendre à créer des sites internet parce que ça permet de voir comment ça a été fait. C'est comme ça que j'ai appris, moi, d'ailleurs. C'est-à-dire que je prenais un template dans Divi et du coup, j'allais regarder comment c'était construit. Et c'est à partir de là qu'on peut apprendre. Donc, non, moi, je suis vraiment pas du genre à prendre un template et changer le texte et la photo et voilà, le site est fait. Par contre, ce qui peut être fait, et ça, c'est tout à fait normal de le faire, c'est dans un template, s'il y a une section qui nous plaît, on peut la prendre, l'incorporer, la modifier, bien évidemment. C'est comme ça qu'on travaille tous. De toute façon, on s'inspire de choses qui existent déjà. On peut aussi les créer avec notre imagination. Mais effectivement, non, je suis pas partisan du glisser déposer template. Non, c'est pas mon truc ça. Ok, très bien. Écoute, on va finir avec un mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous regardent et qui veulent créer leur agence, aller chercher les 5, 10, 15, 20 000 euros par mois en vendant des sites web? Donc, ceux qui veulent vendre des sites, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour réussir, pour arriver à leur objectif? Alors, mon principal conseil serait de respecter votre temps. C'est le plus important. C'est-à-dire que ne participez pas à cette course de vendre des sites au prix le plus bas, parce qu'en faisant ça, vous mettez votre propre entreprise en danger.
c'est pas du tout rentable. Plutôt apprenez effectivement, soit pour ceux qui veulent vendre des sites tout en les créant, apprendre à créer de bons sites et du coup valoriser ce temps que vous avez mis pour apprendre à créer des bons sites en les vendant au prix qui méritent, ou soit pareil, effectivement, si vous voulez les vendre en utilisant la sous-traitance, trouver des sous-traitants de qualité pour vous, effectivement, vendre de la qualité et vous positionner en tant qu'expert. Mais effectivement, pour moi, c'est valoriser le temps que vous mettez, c'est plus important que l'argent. On dit déjà, généralement, en plus, on dit le temps, c'est de l'argent et c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on met. Donc, ouais, valoriser votre temps. Ne pas se sous-pricer de façon à avoir un temps de production qui est correctement rémunéré ou au moins les ressources pour bien sous-traiter si on veut sous-traiter. C'est ça. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Tom pour toutes tes réponses, pour cette conversation, c'était super. J'espère que ça Merci à aidera toi. ceux qui nous regardent, hein, qui veulent créer des sites, vendre des sites. Merci beaucoup. Merci à toi, Valentin. C'était cool d'avoir cette opportunité. J'espère que j'ai apporté des conseils qui aideront les gens qui se sont déjà lancés ou qui souhaitent se lancer. Peut-être on va créer des vocations avec ça, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça aura aidé plus d'une personne. J'espère que cet échange avec Tom vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, moi j'ai adoré cet échange. Merci encore à lui et je ferai d'autres interviews sur cette chaîne. Je pense que c'est intéressant d'aller apprendre auprès de fondateurs d'agences. Si le sujet de la vente et de la production de site web vous plaît, restez sur cette chaîne parce que je vais publier d'autres vidéos bien sympas sur le sujet, notamment un gros guide complet sur la vente de site web qui va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines au maximum. Donc restez bien, abonnez-vous et restez bien sur cette chaîne pour voir tout ça. Et enfin, je vous laisserai aller voir le lien ci-dessous si vous voulez déléguer la production de site web. On commence avec ça, avec la thématique du jour. Comme ça, vous pourrez vous concentrer sur la vente et le scaling de votre agence. Donc je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.